Bonjour à tous. Jean-Paul Baydac, du conseil départemental, chef de projet DFCI. Donc, je vais revenir sur les événements de l'été dernier en étant très factuel sur ce qui s'est passé et puis éventuellement aussi sur les perspectives. Éventuellement aussi sur les perspectives qui nous attendent dans le prolongement de ce qui a été dit par l'intervenant précédent. Alors, d'abord, les événements de l'été dernier sont produits dans un contexte très particulier, un contexte de stress hydrique très marqué, qui s'est installé dans les 5 années précédentes, au cours desquelles on a cumulé 1200 mm de déficit, donc 42% de déficit sur 5 années consécutives, avec des périodes de déficit très marquées, notamment à l'automne, et donc sur des périodes de rechargement. Et on voit que donc, la courbe en rouge, ce sont les normales, les histogrammes en bleu, c'est les précipitations qui sont réellement tombées. Donc vous voyez que de 2021 à novembre 2025, on a pratiquement 10 mois sur 12 en situation de déficit au cours de ces années-là. Et donc c'est dans ce contexte de stress hydrique très marqué que se produisent les feux de l'été 2025. Donc on a aussi un déficit marqué au printemps, puisque sur l'est du département, on a un maximum de précipitations à l'automne, mais on a un petit pic aussi au printemps. Or, pratiquement 4 années sur 5, ce pic de printemps qui permet à la végétation d'entrer dans l'été avec un certain nombre de réserves, ce pic-là, il a été lui aussi absent totalement, et on a accumulé des déficits au cours de ces périodes-là. Ce déficit hydrique, ça a été dit par l'intervenant précédent, il s'est couplé à des phases caniculaires, notamment une qui a eu lieu en juin et qui a complètement desséché et très rapidement desséché la végétation. Voilà. Donc tout ça, ça aboutit aux événements que vous connaissez et au bilan qui a été évoqué en ouverture de la session, avec un bilan de près de 14 000 hectares brûlés. Donc vous voyez que même si on revient à des périodes antérieures à la mise en place de dispositifs préventifs, on n'avait jamais connu de bilan aussi défavorable dans l'Aude. Ce qu'on remarque également sur la courbe, c'est que donc on avait jusqu'en 2022 une augmentation, donc c'est la courbe en bleu, une augmentation très rapide du nombre de départs de feu. Par contre, il faut nuancer donc les propos qui ont été tenus en ouverture du séminaire. Par quelque chose qui peut être quand même aussi à la fois une piste de travail et puis une source d'espoir, c'est une diminution au cours des 4 dernières années du nombre de départs de feu, malgré des conditions qui auraient été très propices à l'initiation. Alors on a observé cette baisse du nombre de départs de feu, notamment à l'issue des feux de Gironde, qui avaient fait l'objet d'une pression médiatique très importante, et alors sans qu'il soit facile d'établir des liens statistiques aussi directs, mais en fait on peut penser quand même qu'il y a eu une influence marquée de cette pression médiatique et voilà, sur le comportement des populations. Et on l'a observé au cours des 4 dernières années, et plus particulièrement en 2025. Donc même si on a un bilan, ça peut paraître paradoxal, mais on a un bilan très défavorable en surface brûlée. Par contre, ça faisait bien longtemps qu'on avait eu aussi peu de départs de feu, y compris au cours de la période estivale. Et donc le feu de Ribaute a eu lieu le 5 août. On était à peine au milieu de l'été, au milieu de la campagne estivale. Après le 5 août, il ne s'est pratiquement plus rien passé. Donc cet effet de sidération, ça a aussi quand même provoqué une prise de conscience qui a eu aussi, et on le verra au niveau des causes tout à l'heure, des conséquences sur le comportement des populations. Donc là, il y a quand même une piste de réflexion sur l'acculturation des populations, sur le comportement dans ce genre de situation. Donc ça a été dit aussi tout à l'heure, ce qui s'est passé cet été, je ne vais pas dire qu'on le savait, parce que c'est facile de faire de la prévision a posteriori, mais en tout cas, on voyait bien que tous les paramètres de phénomènes de ce type-là allaient se mettre en place. Bon, ce qui nous a surpris quand même, c'est la brutalité du phénomène. Alors, on avait eu jusqu'à présent des feux de 1000-2000 hectares, les plus grands feux de l'Aude faisaient 2000 hectares sur le massif de Fontfroide. On savait qu'on allait avoir des feux plus grands que ça, mais on pensait voilà, que ça se ferait progressivement, qu'on passerait par des feux de 3000, 4000 hectares, 5000 hectares, et que peut-être dans 50 ans, on aurait des feux de plus de 10 000 hectares. Là, on a eu un feu de 11 000 hectares, alors que voilà, on n'avait pas eu de phénomène annonciateur d'un phénomène aussi violent. Ce qu'il faut remarquer sur la courbe, donc, où on a
l'évolution des surfaces brûlées en rouge dans le département de l'Aude et l'évolution des surfaces brûlées en bleu dans les autres départements de la ceinture méditerranéenne, c'est que après avoir passé une quinzaine d'années dans les années 90 où les surfaces brûlées avaient considérablement diminué, on observe depuis 2010 une augmentation déjà significative des surfaces brûlées. Donc ce phénomène-là, on le voit poindre petit à petit. Bon, il s'est accéléré brutalement cette année avec l'ensemble des feux de l'été dernier. Mais voilà, ce n'est pas le hasard, il y a un certain nombre de paramètres qui font que ça a pu se mettre en place. Et puis il y a aussi un phénomène qui est venu sanctionner l'été 2025 du fait du contexte météorologique et hydrique que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'effet du feu de bilan et du paradoxe de l'extinction. C'est-à-dire qu'à partir des années 88-89, on a mis en place dans le département de l'Aude des dispositifs qui vous ont été décrits par M. Piolin tout à l'heure. Ces dispositifs, ils ont eu une efficacité. Ils ont une efficacité sur le nombre de départs de feu, ils ont une efficacité sur les surfaces brûlées. Et donc, au cours d'années moyennes, on a économisé de la surface brûlée. Donc, on a économisé du combustible. Et ce stock de combustible, sur une année de crise comme 2025, en fait, il était disponible et il a brûlé pratiquement en une seule année. Donc, tout ce qu'on a pu économiser au cours des 30-40 années précédentes, en fait, on l'a consommé, on l'a brûlé en une seule année. Alors, ça, bon, nous, on l'a un peu découvert chez nous cette année, mais c'est un phénomène que les Catalans, par exemple, Espagnols, auquel ils avaient déjà été confrontés en 1994, par exemple, les Portugais aussi, ce phénomène de feu de bilan et ce paradoxe de l'extinction. Voilà, c'est un peu aussi le fruit du fait que tous les dispositifs préventifs, dans des conditions normales, ils sont efficaces. C'est ce qui s'est passé en Gironde aussi. Le massif landais avait depuis les années 40, la fin des années 40, 46 à 49, où vous avez eu des feux catastrophiques, mis en place des dispositifs très efficaces de prévention et de lutte contre les incendies, qui ont fonctionné très bien, à quelques exceptions près dans les années 80, mais qui ont fonctionné très bien jusqu'en 2022. En 2022, ils ont eu des conditions exceptionnelles. Et voilà, en une seule année, ils ont perdu tout le bénéfice acquis au cours des années antérieures. Bon, ça, c'est un fait. Au niveau des causes, ce qu'il faut remarquer, donc je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, on a eu une baisse depuis 2022 assez spectaculaire des feux en bleu là, sur le graphique, qui sont les feux qui sont liés aux imprudences des particuliers. Voilà, donc ça, c'est quand même très positif. Alors bien sûr, mécaniquement, ça accroît la part des mises à feu intentionnelles. Donc l'an dernier, on n'avait jamais eu une campagne estivale comme ça, 77% des feux ont eu une origine intentionnelle. Ça a été des feux volontaires. Voilà. Et donc ça, évidemment, c'est pas très positif. Notamment, la plupart de ces feux-là étaient liés à un pôle de mise à feu qui en fait concernait le centre du département. Et on pense que la plupart de ces mises à feu étaient liées à l'activité d'une seule personne. Bon, on n'en est pas certain, bien sûr, mais donc, ce qui veut dire quand même aussi que si on arrive à résorber ce pôle de mise à feu, par exemple, sur une année comme 2025, on peut réduire considérablement le nombre de départs de feu, puisque déjà les populations ont commencé à intégrer cette problématique-là et agir sur leur comportement. Donc ça ne veut pas dire que tout est résolu, bien sûr, parce que voilà, malgré cette baisse de départ de feu, on a eu quand même le bilan qu'on connaît. Mais il faut essayer quand même aussi de positiver ce qui peut l'être. Alors, maintenant, je vais venir sur des éléments qui sont certainement beaucoup moins positifs. Ce sont les dommages. Alors, les dommages, de la même façon que les surfaces brûlées, ils n'ont jamais été à la hauteur de ce qu'on a connu. C'est la première fois dans l'Aude, en tout cas depuis qu'on a des statistiques, qu'on déplore une victime civile sur des incendies de forêt et plus un blessé très grave qui est encore dans une situation, autant que je le sache, très critique. 50 habitations détruites en totalité. Il faut savoir qu'au cours des 50 années antérieures, donc depuis qu'il existe des statistiques feux de forêt, on avait brûlé 5 maisons dans l'Aude. Donc en une seule année, on en a brûlé 10 fois plus qu'au cours des 50 années antérieures. 25% des surfaces brûlées, au cours des 50 dernières années, en fait, on a brûlé que 3 fois plus simplement de surface qu'au cours de la seule année 2025. Cette surface brûlée, elle représente 2% de la surface départementale et 5% des espaces naturels. Ça veut dire que si on a 20 fois une année comme 2025, en fait, on brûle tous les espaces naturels du département, quoi. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez marquant.
Et quand on regarde une carte, d'habitude, quand on fait nos bilans et qu'on met des cartes comme ça à l'échelle départementale, la carte des feux à l'échelle départementale, bon, on a des toutes petites tâches qui paraissent anecdotiques. C'est la première fois que, quand on établit une carte comme ça, les surfaces brûlées sont vraiment significatives à l'œil nu à l'échelle départementale. Donc je vais rentrer un petit peu dans le détail, enfin, sans trop rentrer dans le détail, même dans ce qui s'est passé, ce qui est marquant sur chacun de ces grands feux de l'été de 2025, pour essayer d'en extraire un petit peu ce qui est important en termes d'action future. D'abord, on a commencé tôt, hein. Bon, comme l'a dit très justement l'intervenant de Météo France, enfin, ex-Météo France, on a des campagnes de plus en plus longues qui commencent dès le printemps, parfois dès le début du mois de juin, et qui se terminent parfois au mois d'octobre. Donc là, dès le 29 juin, dans des circonstances que vous connaissez, hein, bon, voilà, je ne vais pas y revenir, ben, on a eu donc 7 départs de feu le long de la route départementale 613. Ce qu'il faut retenir principalement de ces départs de feu-là, c'est que sur les 7 départs de feu, en fait, 5 ont démarré dans des friches. Au bord de la départementale, il y a 15 ans de ça, au même endroit, il y avait des vignes. C'est-à-dire que ces feux-là, on n'en aurait même pas entendu parler il y a une quinzaine d'années, simplement. Voilà. Hein, donc, l'évolution, les friches, elles jouent un rôle en matière de propagation, mais elles jouent un rôle aussi en matière d'initiation, de démarrage des incendies. Et c'est, voilà, au-delà de la cause, c'est un élément important qu'il faut retenir sur ce feu, outre le fait qu'il a aussi provoqué des dégâts importants sur un camping, détruit à 25%. Détruit à 25%, alors qu'il se trouvait pratiquement dans l'axe de la tête du feu, détruit à 25% parce que le gestionnaire avait pris des mesures qui se sont révélées très efficaces pour protéger son camping, et ce qui lui a permis de continuer à l'exploiter après le passage du feu. Donc là aussi, c'est quand même, ça signifie que voilà, quand on prend des dispositions appropriées, on ne s'exonère pas complètement du risque, mais on réduit la vulnérabilité des enjeux. Donc dès le 5 juin, un autre feu de taille significative, donc qui part en bordure d'autoroute, à quelques centaines de mètres d'un feu qui avait démarré en juillet 2021 et qui va parcourir pour une grande partie. Hein, donc on voit, je sais pas si, voilà, on voit cette grande tache claire là, ici. Ça c'est l'emprise du feu de 2021 et on voit que le feu de 2025, le feu de juillet 2025, a parcouru une grosse partie de la surface qui avait été parcourue déjà en 2021. Alors, moi, je vais m'attarder sur ce feu, pas parce qu'il se passe dans des circonstances exceptionnelles au niveau météo, hein, mais simplement pour expliquer qu'un feu comme ça qui repasse 4 ans après dans une surface qui avait été parcourue et qui était en voie de régénération, dans laquelle il y avait des semis de pin d'Alep, en fait, ces semis-là, ben, ils ont été détruits par le feu, avant qu'ils aient l'âge, bien sûr, d'arriver à maturité pour pouvoir se régénérer. Hein. Le pin d'Alep, il faut au moins une trentaine d'années, 30 à 35 ans, pour arriver à nouveau à se régénérer. Donc, ce qui veut dire que dans toute cette zone-là, c'est l'état boisé qui disparaît définitivement. Et là, on arrive à un phénomène de ce qu'on appelle la matoralisation, c'est-à-dire qu'on passe d'un état forestier à un état arbustif, et qui petit à petit peut se traduire, si les feux passent trop souvent, par ce qu'on appelle de la peau de léopard, c'est-à-dire simplement des taches de chêne kermès, hein, entrecoupées de zones de pelouse à brachypode et par un affaiblissement très fort de la biodiversité. Donc 2 jours plus tard, le feu de Narbonne, donc le 7 juillet, qui parcourt 1500 hectares. Alors, je veux dire presque un scénario connu, hein, pour les Narbonnais, puisque c'est un feu voilà, qu'on a déjà déploré à plusieurs reprises par le passé, en 64, en 58, en 76, en 86. On a souvent eu sur le massif de Fontfroid de ce type de scénario. Le feu démarre dans le nord-ouest du massif et traverse tout le massif. L'élément nouveau cette année, c'est ce qui s'est passé ici. Donc, dans des zones qui étaient des zones de plaine viticole lors du feu de 86, lors du dernier grand feu du secteur, et qui là se sont comportés en fait comme des mèches qui ont permis au feu de passer et de se communiquer au massif de Bages qui a brûlé en très grande majorité. Voilà, donc ça aussi, ça traduit bien l'évolution du territoire, et un feu qui avait pu être arrêté sur cette zone de vigne en 86, 40 ans plus tard, il franchit très facilement la zone, et au passage, il détruit un certain nombre de maisons sur le hameau de Prat de Ceste. Donc vous voyez que sur les 1500 hectares parcourus, 311 hectares de friches qui sont apparus au cours des dernières décennies et qui ont été déterminantes dans la propagation.
Le feu de Sijan, je vais passer très vite, juste pour illustrer un point, qui est voilà, un élément de débat aujourd'hui, hein, c'est la question des énergies renouvelables. Et en fait, c'est un feu dont on arrête la tête sur, vous voyez, cette ligne claire ici, qui est une ligne d'éolienne, en bordure de laquelle on a réalisé, enfin, l'opérateur a réalisé, sur prescription donc de l'administration, hein, de l'ADREAL, un débroussaillement linéaire qui a servi de point d'appui aux interventions de lutte et qui a permis d'économiser tout ce qu'il y a à l'arrière ici, et notamment le fait que le feu puisse passer dans une zone de cabanisation où la gestion aurait été extrêmement complexe. Voilà. Donc, voilà, ça a été un élément déterminant sur ce feu. L'autre élément déterminant, malheureusement, c'est ce qui s'est passé ici, dans toute la zone de départ de feu. Et M. Piolin, tout à l'heure, pour la DTM, donc, vous a montré la carte des friches qui ont émergé au cours des dernières années dans Sijan. En 5 minutes, oui, ça va être un peu court. Et donc, j'en viens au feu de Ribot, voilà, qui a engagé un nombre de sapeurs-pompiers, un nombre de groupes d'intervention, hein, les GIF, pardon. Les GIF, voilà, ce sont les groupes d'intervention feu de forêt, donc ce sont des groupes de 4 camions. On avait toute la flotte aérienne disponible, elle a été engagée. Bon, voilà, malgré ça, ça n'a pas empêché le feu donc, de parcourir 11 130 hectares, dont plus de 5 000 hectares de forêt, et de provoquer aussi des dommages à près de 1000 hectares d'espace agricole. Donc la profession agricole a été aussi une victime importante, hein, 135 exploitations qui ont été concernées, et plusieurs centaines d'hectares de friches qui ont aussi, comme ça a été le cas sur le feu de Narbonne, été déterminantes dans la propagation. Dans toute cette zone-là ici, il y a une vingtaine d'années de ça, on avait une zone viticole totalement imperméable au passage de l'incendie. Là, vous le voyez, elle a été franchie voilà, par toutes les friches, tous les fossés qui se situaient en bordure de ces friches. Et ce feu qui aurait pu être certainement, il y a 30 ans, cantonné au massif de Tournissant, Ribote-la-Grasse, ben là, en fait, il a franchi, hein, et il a pu s'étendre à tout le reste du massif. Alors, quelques éléments pour vous dire que on était vraiment sur des conditions totalement atypiques et qu'on dépassait largement les potentiels des moyens de lutte dans ce contexte-là. Donc, mettre en rapport simplement quelques éléments concernant la puissance du feu. Vous voyez que sur certaines phases, le feu a dégagé une puissance de près de 100 000 kW par mètre. Alors, c'est certainement un peu exagéré parce que voilà, on n'a pas intégré les phénomènes de phase. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on pense qu'à minima, les fronts de feu, c'est-à-dire la puissance dégagée par le front de feu, a été au moins de 50 000 kW par mètre linéaire. Ce qu'on est capable d'éteindre avec des moyens terrestres, avec des moyens lourds, c'est 5 000, donc 10 fois moins. Et avec des moyens aériens, c'est 8 000. Donc même avec des moyens aériens, sur des fronts de feu qui dégagent une telle énergie, de toute façon, on n'a pas la puissance hydraulique nécessaire. On ne pourra jamais empêcher le développement de fronts de telle puissance. Si on fait un parallèle aussi entre le volume de moyens nécessaires pour intervenir sur le front de feu et la longueur du linéaire de lisière sur lequel il aurait fallu travailler, vous voyez qu'on avait un linéaire de lisière au total de 80 km. Et à un moment donné, on avait pratiquement ces 80 km qui étaient en combustion de façon simultanée. Hein. Bon, on part du principe que sur la tête du feu, il faut à peu près un groupe d'intervention tous les 100 mètres. Sur les flancs, un tous les 400 mètres. Bon, si on prend une moyenne de 150 mètres, ça fait qu'il aurait fallu 320 groupes d'intervention pour pouvoir intervenir sur la totalité de ce linéaire. Et je vous fais grâce, hein, de toutes les petites indentations, etc. J'ai mesuré droit, hein, donc en fait on est à bien plus que ça. On est à bien plus de 80 km de lisière dans la réalité. Donc malgré la mobilisation des 80 départements qui étaient évoqués par M. Piolin tout à l'heure, et de tout ce qu'on pouvait avoir de disponible en termes de lutte contre les feux de forêt l'été dernier, on a pu engager 101 groupes d'intervention. Donc vous voyez que déjà, on a un rapport de 1 à 3 entre ce qu'il aurait été nécessaire pour interrompre la propagation des lisières, à condition qu'on ait eu la puissance hydraulique suffisante, ce qui n'était pas le cas, hein, puisque je vous l'ai expliqué voilà, dans la diapo précédente. Il faut rajouter à ces moyens pour intervenir sur les lisières ceux qui auraient été nécessaires pour protéger les habitations. 1236 habitations étaient potentiellement concernées et 600 directement. Donc à raison d'un CCF, d'un camion par habitation, hein, donc ça fait 150 groupes d'intervention supplémentaires. Donc vous ajoutez ça
au 320, ça fait qu'il aurait fallu pratiquement 500 camions, pardon, pour avoir une action potentiellement significative, alors que malgré la mobilisation qui a eu lieu, on en a eu 101, c'est-à-dire le 5e. Donc vous voyez un peu le décalage qu'il y a eu entre ce que le feu a pu développer en termes de puissance et de surface et la réponse que peut apporter la lutte, même lorsqu'elle mobilise la totalité de ses réserves. Voilà. Et ensuite, un phénomène aussi de propagation très chaotique. Vous voyez ici toutes ces zones-là, en fait, qui ont été des zones dans lesquelles le feu a traversé par les mèches, mais aussi est passé par le biais de sautes. Donc, sur des feux comme ça, d'une telle puissance, il y a des particules incandescentes qui sont projetées à plusieurs centaines de mètres à l'avant du front de feu, qui génèrent des foyers secondaires, et donc ça désorganise complètement la lutte, et on n'a pas affaire à un seul feu, en fait, on a affaire à une multitude de feux, et ce qui rend l'organisation de la lutte extrêmement difficile. Voilà. Donc maintenant, pourquoi on a eu ces conséquences-là, donc outre les conditions climatiques, parce qu'on avait aussi des vulnérabilités sur le territoire. Et c'est aussi ce qui explique les dommages. Donc il y a le phénomène, mais ce phénomène-là, pourquoi il a provoqué autant de dommages? Parce qu'on a des vulnérabilités importantes sur le territoire qui se sont développées au cours des dernières années. Ce qui s'est passé et ce qui se passe au niveau de l'occupation du sol, c'est le fruit d'une évolution qui s'est amorcée vers le milieu du 19e siècle, avec le déclin du pastoralisme. Donc vous voyez une photo là sur un village des Corbières, tout début du 20e siècle. Donc à cette époque-là, on a une mise en valeur concentrique en fait, du territoire. Il y a le village, autour du village des jardins, autour des jardins des vignes, des céréales, et autour, dans le dernier cercle, c'est la zone pastorale dans les garrigues. Aujourd'hui, on a perdu complètement cette logique de mise en valeur du territoire. Donc ça aboutit au boisement des anciennes zones de parcours, celles qui se situent dans le fond. Donc tout ce qui était vignes, céréales dans les plaines et qui permettait de cloisonner les massifs entre eux, ça a disparu et donc ça a facilité donc, la propagation des feux. Et puis on a perdu aussi la ceinture qui protégeait les villages, cette ceinture de culture intensive par le biais de jardins, etc. et qui rendait totalement invulnérables les villages des Corbières, si tant est qu'ils aient pu être concernés par des incendies. Voilà, donc le même village, donc regardez un peu la zone ici au fond, voilà. Et voilà ce qu'elle est devenue, enfin ce qu'elle était en tout cas avant le passage du feu. Donc vous voyez que d'une zone sur laquelle il n'y a pas un pin, on ne voit pas un seul pin sur ces photos-là. Ça aussi, ça date du début du XXe siècle. Donc, en un siècle, en fait, on est passé d'un territoire qui était surpâturé, surexploité, sur lequel il y avait très peu de végétalisation, à un territoire entièrement colonisé par la forêt, puis particulièrement par le pin d'Alep. Voilà, donc si on regarde des photos plus récentes, donc 1947, donc on voit encore sur une grande coupure intermassif, avec une largeur relativement importante, une exploitation intensive. Ce que c'est devenu 80 ans après, avec un rétrécissement considérable des zones, parce qu'en fait, les parcelles les plus difficiles à exploiter, celles qui se situent sur les piémonts des pentes, ont été les premières à être abandonnées. Donc petit à petit, la discontinuité s'est rétrécie. Elle a été aussi affligée de mèches. Donc vous voyez ici des mèches, voilà, qui permettent au feu de passer. Et puis un élargissement aussi des ripisylves, donc des zones de formation des bords des eaux, qui elles se sont élargies puisqu'elles n'étaient plus entretenues par les exploitants qui exploitaient les vignes en périphérie. Donc toujours le même village que celui dont on a parlé tout à l'heure, 1947. Donc vous voyez que tout autour du village, en fait, il y a une ceinture encore d'exploitation intensive qui permet d'affranchir complètement ces villages-là de tout risque d'incendie. Et en plus, vous voyez que le risque d'incendie, il est même encore en 1947 très faible, puisque les garrigues, toutes les collines qui sont autour du village sont très peu végétalisées. Bon, voilà ce que ça devient, ce que c'est devenu, ce que c'était avant le feu de 2025. Donc on a perdu cette ceinture-là, et en fait, non seulement le noyau urbain historique est en contact avec de la végétation, mais en plus ce noyau-là, en fait, il s'est développé par le biais d'une urbanisation pavillonnaire qui rend aussi les zones urbaines beaucoup plus vulnérables à l'incendie.
Donc voilà, outre ces évolutions du territoire, je n'ai plus pour longtemps, on a aussi des faiblesses, des vulnérabilités qui sont liées au mode d'urbanisation qui s'est développé au cours des 40-50 dernières années. Donc pendant très longtemps, bon, les Corbières ont été une zone déprimée d'un point de vue démographique. Un village comme Durban, par exemple, a perdu des habitants jusqu'au début des années 90. Et puis, avec la pression d'urbanisme très forte du littoral, le coût des terrains sur le littoral, en fait, la pression d'urbanisme s'est petit à petit déplacée vers l'intérieur. Et des villages des Corbières ont vu leur population à nouveau augmenter. Et cette population s'est installée, comme dans la plupart des autres villes et villages de France, sous forme pavillonnaire. Or, en milieu méditerranéen, en milieu sensible à l'incendie, cette forme pavillonnaire, elle est particulièrement vulnérable à l'incendie, d'autant plus qu'on y applique de façon très insuffisante, M. Piolet l'a dit tout à l'heure, les obligations légales de débroussaillement, qu'entre chaque pavillon, on plante des végétaux pour se masquer de la vue des voisins, ou à titre ornemental, donc ça crée des masses combustibles disponibles à l'incendie. On n'a aussi pas suffisamment pris en compte un certain nombre de faiblesses constructives. On a utilisé des matériaux qui étaient inappropriés à des zones soumises à incendie de forêt. Et puis, et ça c'est hors du domaine de la réglementation, on a souvent mal géré aussi l'environnement immédiat du bâtiment, stocké du combustible qui, lorsqu'il a été concerné par le feu, a contribué à aggraver la combustion au plus près des bâtiments. Et ça, on l'a observé sur pratiquement tous les feux de cet été, y compris bien sûr sur le feu de Narbonne qui a concerné le hameau de Prat-de-Ceste. Donc sur les perspectives, pas beaucoup de... Comment dire, je ne vais pas vous dire le contraire de ce qu'a pu dire l'intervenant de Météo France. Je vais essayer de l'appliquer simplement à ce à quoi il faudrait s'attendre. On pourrait s'attendre dans le département de l'Aude dans les 50-80 années à venir, sachant que quand on parle de 2100 aujourd'hui, en fait, les bébés qui naissent aujourd'hui, donc potentiellement nos petits-enfants, ils pourront peut-être connaître ces conditions-là. Ils connaîtront certainement même ces conditions-là. Donc quand on parle d'un réchauffement de 3 degrés à 3 degrés et demi à l'horizon 2100, ça veut dire en fait un déplacement des limites actuelles de la végétation, donc de la limite par exemple d'altitudinale du Pendelep, de pratiquement 500 mètres. Et une remontée vers le nord, là aussi, de l'aire du Pendelep, d'à peu près 550 km. Alors bien sûr, ce n'est pas de la végétation subtropicale qui va intervenir, c'est simplement de la végétation méditerranéenne qu'on connaît bien et dont on connaît très bien le comportement à l'incendie, qui va continuer à s'étendre sur le département, ce qui va aboutir au fait que la zone dans laquelle il est actuellement présent et qui est à l'est de la courbe bleue, ici, du trait bleu, et à l'intérieur de laquelle on observe les grands incendies, donc qui sont représentés par les taches noires, cette zone-là, en fait, elle va s'étendre beaucoup plus dans le département. Elle va certainement épargner le Lauragais, mais simplement parce qu'il fera encore des cultures. On est dans une zone de culture, donc là, certainement que l'impact du Pendelep sera plus faible, mais il va s'étendre sur tout le piémont de la Montagne Noire, sur toute la haute vallée et sur la quasi-totalité des Corbières, puisque la plupart des zones des Corbières se situent en dessous du seuil d'altitude des 800 mètres. Il y a une petite partie des Corbières qui se situe au-dessus des 800 mètres. Donc ce qui veut dire que c'est dans les 4/5e du département qu'on pourra observer d'ici 2100 les phénomènes qu'on observe aujourd'hui dans la zone qui est la plus sensible à l'incendie. Voilà. Donc, dans la zone qui est déjà sensible à l'incendie, les phénomènes qu'on observe aujourd'hui de façon exceptionnelle, comme ça a été le cas en 2025, ils deviendront certainement de plus en plus fréquents. Voilà, les stress hydriques, comme on les a connus et qui apparaissent comme historiques aujourd'hui, ils vont certainement se systématiser parce que même si, en fait, comme l'a dit l'intervenant de Météo France tout à l'heure, on a une faible visibilité en termes de modèles sur les précipitations, ce qu'on observe quand même globalement là, au cours des dernières années, c'est quand même une réduction sensible des précipitations. Alors voilà, on peut pas généraliser, mais il est probable que on aura des conditions hydriques de plus en plus sévères, et puis des conditions de lutte aussi de plus en plus sévères, parce que c'est pas la même chose de lutter contre un incendie quand il fait 25 degrés que quand il fait 40 degrés. Donc ça aussi, ça va être un élément, un facteur très handicapant pour la lutte. Voilà. Et puis on sait très bien aussi que l'évolution de ces conditions climatiques, elles vont aggraver le contexte agronomique qui est déjà
pas très facile, hein, et notamment l'accès à l'eau qui sera déterminant. Donc cet accès à l'eau, il va être de plus en plus difficile. Donc se poseront des questions de partage de l'eau, de quelle façon on partage l'eau. Et puis s'il n'y a pas d'eau pour l'agriculture, il n'y en aura pas non plus pour la lutte contre les incendies. Voilà, donc ça aussi, ces évolutions-là, il faudra arriver à les gérer dans les années à venir. C'est tout le défi des mesures qui seront mises en place dans le cadre du plan Corbière ou des plans Corbière. Voilà, je vous remercie. Alors, quelqu'un nous a demandé de poser une question, quelqu'un qui n'a pas pu être présent, donc je la pose à sa place. Une question qui est arrivée par Internet, par email, c'est les retardants, qu'est-ce qu'il y a dans les retardants? Alors, le retardant, c'est de l'engrais en fait. C'est à 95% du polyphosphate d'ammonium. Donc voilà, c'est de l'azote, quoi, d'une certaine façon, hein, et du phosphore. Donc en fait, ça agit. Donc alors, je finis sur la composition. 95% de polyphosphate d'ammonium. Il y a aussi de l'argile qui sert à éviter que le largage ne se dissémine, c'est-à-dire ne se pulvérise en fines gouttelettes et n'arrive pas au sol. Et il y a donc de l'oxyde de fer, donc qui permet de colorer le rouge en fait, hein, des largages qu'on voit. Ça, c'est de l'oxyde de fer et qui permet aux pilotes qui vont suivre les premiers largages de savoir où l'avion précédent a posé sa barrière de retardant, parce que en fait on parle de barrière de retardant parce que chaque avion va poser du produit sur 60-80 mètres, et il faut que donc les avions suivants qui n'auront pas vu nécessairement où ont été posés les largages précédents, ou celui qui va revenir sache où poser le futur largage pour qu'il y ait une continuité. Et le dernier élément, c'est du ferrocyanure. Alors quand on dit cyanure, ça fait peur, mais en fait c'est du cyanure sous une forme qui n'est pas du tout assimilable. Et le but du ferrocyanure, c'est simplement d'éviter la fermentation du produit. Donc c'est un produit qui est corrosif, hein, donc c'est pour ça que quand ça tombe sur des vignes, ça brûle les tissus. Quand on touche le retardant, ça ne brûle pas la peau si on se lave assez vite. Il faut éviter de... Voilà, mais ce n'est pas un produit qui présente une forte toxicité. Je ne me rappelle plus de la DL50, mais en fait, voilà, c'est pas un produit, c'est pas considéré comme un produit toxique. Et voilà, lorsque des produits ont été largués sur des vignes, on sait qu'il va y avoir des conséquences sur l'année en cours, puisque ça va nuire à la maturation du produit et ça va induire un goût sur le raisin. Mais il n'y a pas de toxicité sur en fait, le produit, et ni de toxicité à terme. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ah, il y avait encore une question, je ne sais pas si... Il y en a plusieurs. On en prend une, parce que... Oui, pardon. Alors, 75%, c'était vraiment très spécifique à 2025. D'habitude, c'est entre 35 et 40% pendant l'été de mise à feu intentionnelle. Là, et donc, ce qui veut dire que tout le reste, ce sont des mises à feu accidentelles. Et pour revenir sur les feux de mégots, pour juste nuancer un peu ce qui a été dit en préambule du séminaire, les feux de mégots, c'est à peu près 10%. Mais c'est quand même beaucoup, hein. C'est quand même beaucoup. Si on arrive à éliminer les feux de mégots, on élimine quand même 10% du nombre total de départs de feu. Pour ce qui concerne la cause du feu de ribote, je peux en parler puisque le procureur de la République a communiqué sur la cause. Donc il y a effectivement eu des investigations qui ont abouti à une hypothèse qui paraît aujourd'hui la plus probable, sans qu'on en soit sûr à 100%. On va dire qu'à 95%, il est établi que c'est un feu qui a une cause intentionnelle. Donc c'est très certainement un feu d'origine intentionnelle, une mise à feu intentionnelle. Merci beaucoup. Alors écoutez, peut-être une question, une dernière question, mais alors très très courte s'il vous plaît. C'est le pied de la montagne d'Alaric. Donc quelle a été cette politique de replantation? C'est-à-dire que les jeunes étaient
été mis à contribution pour faire des replantations sur des zones. Quelqu'un peut répondre à la question? Alors, des reboisements, il y a eu des vagues de reboisement, il y en a eu un certain nombre depuis la fin du 19e siècle. Donc il y a eu d'abord ce qu'on appelait les reboisements des facultatifs des vacants communaux. Donc les communes étaient obligées de reboiser des zones qui étaient plus pâturées. Donc ensuite, il y a eu le reboisement des chômeurs dans les années 30, à la suite des crises des années 30, où là, on créait des chantiers de chômeurs à qui on confiait justement les reboisements. Donc il y a eu les grandes opérations de reboisement du Fonds forestier national après la dernière guerre. Il y a eu les grandes opérations financées par l'Europe, etc. Donc il y a eu tout un tas de phases de reboisement. Ce dont il faut être conscient quand même, et parce qu'on reproche souvent à ces actions de reboisement artificiel d'être à l'origine de l'enraisinement des corbières, c'est que l'enraisinement des corbières, en fait, il est principalement d'origine naturelle. Aujourd'hui, le pin d'Alep, il occupe à peu près 85 000 hectares dans le département. En tout cas, il est présent sur 85 000 hectares. Je ne dis pas que c'est partout de la forêt de pin d'Alep sur les 85 000 hectares, mais il est présent sur 85 000 hectares. Au début du XXe siècle, il occupait moins de 5 000 hectares. Donc d'abord, c'est une espèce endémique, hein, c'est une espèce qui avait trouvé son refuge pendant la glaciation sur la Clappe, donc il y a de l'habitat endémique à Pin d'Alep sur la Clappe, mais en fait, sur les 85 000 hectares qu'il occupe aujourd'hui, il en a colonisé, lui seul, pratiquement 80 000. Voilà. Hein, donc la question du reboisement, est-ce qu'on fait après incendie, en fait, c'est la nature qui va le faire. Là, il faut être conscient d'une chose, c'est qu'à l'échelle des 11 000 hectares qui ont été parcourus par l'incendie, on n'aura pas la capacité, quelle que soit la volonté, d'intervenir de toute façon sur des surfaces significatives. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est surtout d'attendre que la nature réagisse par elle-même. Et ensuite de voir, quand on aura fait le constat de ce qui aura été régénéré naturellement, voir sur quel secteur il se justifie de mener des actions artificielles. Hein, il y a 40 ans de ça, à peine l'incendie était terminé, qu'il y avait déjà des bulles dans les parcelles pour commencer à reboiser. Bon, ces reboisements-là, pour la plupart, en fait, ils ont échoué parce qu'on a essayé d'introduire des essences exotiques et qui ont mal fonctionné. Et ces boisements-là envahis par les essences locales comme le pin d'Alep, le pin maritime sur le massif de Fontfroide. Et aujourd'hui, en fait, c'est la végétation naturelle qui a repris ses droits sur toutes ces opérations de reboisement.